Survol du quai à Trader, rencontre avec les élus, visite d'une station photovoltaïque. Annick Girardin était à Lifou aujourd'hui. L'énergie renouvelable gagne du terrain. Vous découvrirez le projet Jehu photovoltaïque dans ce journal. Le 70e anniversaire de la CPS, c'est demain et après-demain. En quoi la communauté du Pacifique est-elle utile aux Calédoniens? Pourquoi est-elle si méconnue au pays? C'est la suite du feuilleton de la semaine consacré à cet événement. Des fleurs en bonne santé pour le salon de l'horticulture. L'événement aura lieu au mois d'octobre, mais la sélection a déjà commencé selon des critères bien précis. Reportage à la fin de ce journal. Pour ouvrir ce journal, voici l'image du jour. Annick Girardin en robe mission. C'est une première de voir une ministre en tenue locale. C'était ce matin à Lifou, après la coutume d'accueil et un passage à Nathalo. Puis Yahweh, la ministre des Outre-mer s'est entretenue avec Neko Nepeoun, le président de la province des îles. La visite s'est achevée à la ferme photovoltaïque de l'Ere à Louéchila. Aujourd'hui, l'ensemble des panneaux solaires installés à Lifou produisent 20% de l'énergie de l'île. Objectif 100% d'énergie renouvelable d'ici 2025. Le point avec Prosper Poigou. À Lifou, Annick Girardin a pris connaissance du projet Jehu photovoltaïque. Il s'agit d'un programme d'installation photovoltaïque réparti sur 6 tribus de l'île. Cette ferme photovoltaïque fournira 960 kW crête, soit une puissance équivalente à la consommation de près de 400 foyers et représentant près de 15% de l'énergie électrique annuelle de Lifou. L'investissement représente un coût total de 232 millions de francs CFP. Ces nouvelles fermes solaires permettront d'économiser 154 millions de francs en importation de combustibles fossiles pour les 20 prochaines années et éviteront ainsi l'émission d'environ 368 tonnes de CO2 chaque année. Sur la Grande Terre, des fermes photovoltaïques ont déjà vu le jour. En voici quelques-uns. À Pointe-Bout, la ferme solaire en forme de cœur fournit au réseau public d'électricité environ 3000 MWh par an, l'équivalent de la consommation annuelle de plus de 800 foyers. 640 millions de francs CFP ont été nécessaires pour financer ce projet, principalement par des investisseurs privés. À Vaud, dans la tribu de Temala, la ferme solaire est capable de couvrir la consommation domestique de 1500 foyers. 800 millions de francs CFP ont été nécessaires pour sa création. Ces fermes solaires offrent non seulement des perspectives d'économie non négligeables, mais permettre de mettre en valeur le foncier coutumier et permet la création d'emplois. Pour Annick Girardin, la journée avait commencé avec un survol du quai à Trader. Sous les yeux de la ministre, les essais de pompage d'hydrocarbures du porte-conteneurs ont été effectués. Si le test est concluant, le pompage pourrait débuter en fin de semaine. Et demain, Annick Girardin assistera à la cérémonie coutumière d'accueil pour les 70 ans de la CPS. Elle sera aux côtés d'Hilda Hein, présidente de la République des îles Marshall, et Yukiya Amano, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie, et plusieurs officiels de la région. Alors, en quoi la CPS est-elle utile au pays? Pourquoi est-elle si méconnue? Réponse de Jean-Noël Royer, responsable de la communication de la CPS. Jean-Noël Royer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de communication à la communauté du Pacifique. Alors première question pour vous, quel enjeu de communication pour vous demain? Alors pour nous, c'est déjà un plaisir d'accueillir tous ces ministres qui viennent de toute la région. Il faut savoir que donc, notre conférence de la communauté du Pacifique a lieu tous les 2 ans. C'est pour nous donc très important d'avoir toutes ces personnes de haut niveau. Ensuite, que ce soit M. Yuki Amano ou M. Pascal Lamy, ce sont des gens qui ont une très grosse expérience au niveau international. M. Lamy était directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, par exemple, il était ancien commissaire européen, donc il a une grosse expérience au niveau international. M. Yuki Amano est directeur général de l'AIEA, l'Agence de l'énergie atomique. Et donc la CPS a signé un partenariat avec l'AIEA pour apporter les connaissances scientifiques de l'AIEA dans le Pacifique et en faire bénéficier aux îles du Pacifique. Donc pour nous, c'est très important. Alors n'y a-t-il pas là un décalage entre le fait que la CPS soit installée ici en Nouvelle-Calédonie et qu'il soit relativement peu connu des Calédoniens? Alors c'est vrai que la CPS est relativement peu connue en Nouvelle-Calédonie, puisque en Calédonie, la CPS travaille beaucoup en partenariat. Donc c'est vrai qu'il y a
très peu de signalétique CPS, alors que dans d'autres pays de la région, la CPS fait des projets par elle-même, donc du coup il y a des gros panneaux avec le sigle CPS, et donc c'est vrai qu'elle est beaucoup plus connue à l'étranger qu'ici, mais je pense que ça commence à venir, notamment avec certains projets qui ont lieu dans toute la Calédonie en fait. Alors juste voilà, pour que les Calédoniens aient une idée un peu du rôle de la CPS, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets d'une des actions que vous menez par exemple ici au pays? Alors, je pense que la Calédonie bénéficie de deux types d'actions. Premièrement, les actions qui sont entre guillemets purement en Calédonie. On peut citer les projets Rescue ou Intègre, qu'ils soient à l'île des Pins, à l'Île-Ouin ou à Puebo, par exemple dans la vallée de la Thième. Ils travaillent sur l'impact sur le bassin versant des espèces envahissantes. Mais la Calédonie bénéficie également du réseau océan de surveillance de santé publique. Donc, puisque les maladies voyagent essentiellement par les avions, ce réseau permet de prévenir la Calédonie dès qu'il y a des épidémies dans le Pacifique, donc, et ainsi de s'y préparer. Alors un message pour les Calédoniens par rapport à la CPS? Alors, il ne faut pas que les Calédoniens aient peur de rentrer. La très grande majorité des réunions sont ouvertes au public. On a également un service de distribution avec des publications très très intéressantes, que ce soit sur les maladies non transmissibles, le diabète, l'obésité. On a un très beau livre qui s'appelle Pacifica Plates, qui est un livre de cuisine de la région, par exemple, qui est disponible en français. Il ne faut pas que les Calédoniens aient peur d'entrer. La CPS est ouverte au public. Il faut qu'ils rentrent. S'ils voient quelqu'un à la CPS, ils peuvent lui poser des questions, il n'y a pas de souci. Alors dernière question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la CPS est assez connue des Calédoniens? Je pense que la CPS n'est pas assez connue, et c'est ce que je disais, c'est relativement dommage, puisque c'est un très bel outil. C'est une organisation internationale qui est basée sur un territoire français, donc en Calédonie, et les Calédoniens n'en profitent pas assez, que ce soit aussi bien pour venir rechercher des publications, mais pour peut-être assister à des conférences ou simplement visiter les lieux, puisque la CPS est quand même un très bel outil architectural. Bonne nouvelle, le prix de votre bouteille de gaz va baisser. Au lieu de 3117 francs, elle vous coûtera désormais 2887 francs, soit une forte baisse de 7,4%. L'essence, elle, passe de 136 francs 80 le litre à 133 francs 30. Et enfin, celui du gasoil baisse aussi de 110 francs le litre à 106 francs 50. Tout cela à partir du 1er août, c'est-à-dire mardi. Amoureuses et amoureux des plantes, le salon de l'horticulture, c'est dans 2 mois. Mais vous allez découvrir ce soir que le salon se prépare déjà sur le terrain. Nous sommes allés à la rencontre d'une médecin des plantes. Elle s'appelle Elodie. Vanessa Kédé l'a suivie lors de sa dernière tournée dans la tribu de Nechaot à Koné. Je ne sais pas si tu vois comme moi, il y a des petites taches d'huile derrière. Ah là là, ça veut dire quoi? Alors, il y a des petites taches d'huile. Et en fait, sur Nechaot, l'an dernier, on avait trouvé de la bactériose de l'anthurium. Il faut savoir que le colombo, c'est aussi une plante haute. Elle fait elle est dans la famille en fait, des aracées, comme l'anthurium. Donc, ça peut être de la bactériose. Pour être sûr de l'état de santé de cette plante, Isabelle coupe un échantillon. Il sera envoyé à la Chambre d'agriculture pour être examiné et aussi pour avoir plus de précision sur la bactérie. Cette plante ne pourra pas être vendue lors de la fête de l'horticulture. Ce que je vais te demander, c'est de ne pas le laisser avec les autres colombos pour éviter, si jamais c'est la bactériose, que ça se propage sur tous tes autres colombos. Okay. Donc si tu peux, on va dire, le mettre en quarantaine, c'est-à-dire l'isoler tout seul dans un coin. Voilà. Okay. L'inspection continue, cette fois-ci chez Maggie, une autre exposante. On va passer au croton. Croton. Croton, oui. Le croton. Donc celui-là, tu l'as fait il y a combien de temps à peu près? Ben, avec tout ça là. Ok, je peux le dépoter hein, pour regarder au niveau... Génial. Ah, donc là, voilà, on regarde quand les racines sont comme ça, c'est qu'un plant qui a super bien poussé. Génial. Alors, juste un petit truc. Là, on voit quand même les racines apparentes. Oui. Donc, le remettre un petit peu de terre pour qu'il... Voilà. Puis j'arrache le pied de piment. Et puis tu le mets dans un autre pot. Une fois que la plante a été examinée, Elodie colle un sticker sur les feuilles. Pour qu'une plante soit sélectionnée, plusieurs critères sont à respecter. On exige une plante saine, avec un état d'enracinement développé. Une plante justement qui est mise en culture depuis minimum 3 mois.
On regarde donc l'état racinaire, l'état sanitaire, et puis l'aspect aussi esthétique, s'il a assez de feuillage, s'il est commerciable, s'il n'a pas de feuilles abîmées ou attaquées. Depuis le mois de mai, Elodie a inspecté une quinzaine de participants. Il lui reste encore à contrôler les horticulteurs de 4 communes de la province Nord avant le salon qui aura lieu les 14 et 15 octobre prochains à Pointe-Boute. On termine ce journal avec l'extrait d'un documentaire étonnant. Son titre, c'est Sur la route. Il raconte la visite de la Nouvelle-Calédonie par des élèves de Saint-Saint-Denis en France. Leur projet, découvrir des sociétés qui se sont construites après leur conflit. Afin d'aborder le thème de l'identité, ces jeunes ont passé un moment en tribu. Ici, les Kanaks, ils vivent. Certes, leur lieu, tout ça, ça change, mais il y a aussi leur mode de vie, parce que ici, en fait, ils vivent au jour le jour. C'est-à-dire que s'ils ont la flemme d'aller au champ, bah, ils iront demain. S'ils ont envie de dormir, ils vont dormir à n'importe quelle heure. Moi, je dis la flemme n'existe pas, parce que si tu te réveilles pas, tu vas pas chercher ton cerf, bah, tu manges pas le soir. Si tu te réveilles pas, tu vas pas chercher des bananes, du manioc, des crevettes, bah, tu vas pas manger. Si tu vas pas chercher de l'eau, tu vas pas boire. C'est-à-dire, eux, c'est vraiment... on va pas dire qu'ils ont un instinct de survie, mais... Non, le fait qu'ils ne prévoient pas, que le temps, ils ne le comptent pas, qu'ils ne surveillent pas l'heure, c'est dans leur culture, c'est leur tradition, c'est leur mode de vie depuis longtemps. Je pense que si les gens ils veulent protéger cette culture, c'est parce que c'est leur identité. C'est comme ça qu'ils se sont construits, c'est comme ça que des générations se sont construites. Et on ne peut pas abandonner ça. En plus, c'est le pays à la base. La culture kanak, c'est la Nouvelle-Calédonie. Donc si on abandonne ça, on abandonne une partie de la Nouvelle-Calédonie et on abandonne aussi son histoire. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia. À suivre la météo, puis notre émission. Bienvenue dans la bande.